une impasse. Alors moi je suis Victoire Barillet, et donc technicienne au GAP d'Ille-et-Vilaine qui s'appelle Agrobio 35. Et je suis les maraîchers sur des programmes de recherche ou des groupes. Et là, je suis les maraîchers sur le programme Persiste. On va à Trégrom voir François Hervé de la ferme Carottes Sauvages. Il fait très très froid. C'est la brume, un peu gris. Mais c'est très beau. C'est très bocagé. François, il s'est vraiment bien adapté à son sol et à ses contraintes et il a eu une décennie pour le faire et pour pouvoir en parler. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors c'est parti. Alors je me gare là. Ah bah il y a François. Du coup là c'est le cœur de la ferme en fait, on va dire. T'as l'atelier, le garage avec le tracteur, les outils autour, et ça nous permet d'aller dans cette partie-là où il y a les 2 rotations de planches permanentes et d'aller de l'autre côté où il y a la rotation qui était en non-travail du sol jusqu'à maintenant et qui va passer en TCS cette année. Nous on est un couple qu'on s'est rencontrés, alors, je sais pas comment, un couple qu'on s'est rencontrés. En fait, on s'est installé en 2016 avec Jenny et on a créé cette ferme ex nihilo, ça se dit. Ouais. On a trouvé ce terrain sur une annonce Terre de Liens. On cherchait plutôt Finistère Sud ou Morbihan, et puis en fait, on est tombé amoureux de cette campagne avec un joli bocage. À la rivière du Léguerre qui coule en bas, qui est classée rivière sauvage, avec tous ces paysages qui vont avec. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est arrivé ici à Trégrom. On a 10 hectares de terre, dont 8 de SAU. Sur ces 8 hectares de SAU, c'est plein de petites parcelles contiguës de 4000 m², 6000 m², dont une plus grande qui était à l'époque qui fait 3 parcelles cadastrales et qui a été sans doute remembrée celle-là. Et c'est là qu'on a installé les tunnels maraîchers et les planches permanentes. Alors quelle surface de tunnel par rapport au plein champ? Et en gros on a 1600 m² de tunnel, 1 hectare de planches permanentes et 1 hectare de non-travail du sol. Et alors, vous travaillez à combien sur cette surface? On est 2 UTH principaux avec ma compagne. Et on emploie 2 saisonniers d'avril à novembre, à mi-temps. Ils font chacun 16 heures semaine. Et toi et ta compagne, vous travaillez combien d'heures semaine? C'est quoi votre organisation du travail? Là, ça a pas mal évolué ces derniers temps. On travaillait beaucoup plus avant. Là, on a eu des enfants pendant le projet Persiste. On a eu un aîné puis 2 jumeaux. Du coup, ça nous a pas mal chamboulé notre temps de travail. Et donc, du coup, combien est-ce qu'on travaille? C'est un peu difficile à dire parce que c'est entremêlé avec la vie domestique. Ouais. Et c'est quoi votre système de commercialisation? Et puis ça correspond à quoi en chiffre d'affaires, en revenus? Est-ce que tu veux bien nous en parler? Bien sûr. On a un gros marché pour nous qu'on fait toute l'année, qui est le mardi soir à Belle-Île-en-Terre. On fait la moitié de notre chiffre d'affaires en gros sur ce marché-là. Donc en moyenne on est à 1000 euros. 800 euros, 1000 euros de chiffre d'affaires, un peu moins en hiver, un peu plus en été. On fait un marché à la ferme le mercredi après-midi aussi, qui est plus anecdotique. Et on vend à la Biocoop de Plestin-les-Grèves le vendredi.
du mois de juin à janvier à peu près, quoi, en fonction de ce qu'on peut proposer. On est à 60 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Est-ce que tu veux bien nous dire le revenu que vous dégagez tous les deux Ça dépend un peu des années, en fonction de comment on a salarié ou pas. Mais on est à peu près à 5 000 euros de prélèvement privé par an, ce qui est très peu. En contrepartie, du coup, on a du RSA qui nous permet de compléter ce revenu-là, quoi. Et avec peut-être de l'autoconsommation aussi Oui, forcément. On ne paye pas nos légumes. Vous n'allez pas au supermarché acheter vos légumes, peut-être. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, c'est une des deux petites pépinières de production. Hop. C'est là que Jamie fait les plants et fait la vente le mercredi après-midi aussi. Et au printemps, au mois d'avril et au mois de mai, on vend des plants aux jardiniers. On fait tous nos plants, quasiment tous nos plants, plus un petit peu de plants en plus pour les jardiniers du coin. Ça représente du chiffre d'affaires, ça, ou c'est plutôt C'est quand même pas mal. De tête, je dirais entre 5 et 6 000. Ah ouais, quand même. À vérifier. Mais oui, on fait des belles ventes. C'est une forme de diversification. Ouais. Okay. Et de faire un peu de trésorerie au printemps. Donc là, on traverse un petit pont qui sépare le cœur de la ferme où il y a les outils, l'atelier, pour arriver dans la grande parcelle de 2 hectares. Où on a les 2 rotations de planches permanentes. On a fait 2 rotations parce qu'on a remarqué que là on est en bas de parcelle, alors on a l'impression que c'est plat mais c'est légèrement en pente quand même vers le nord. Et on a remarqué que c'était une zone un peu plus froide, un peu plus humide et la partie haute était plus séchante et plus chaude. Okay. Et donc du coup on a fait les cultures plus d'été, les melons, les patates douces en haut et pour venir faire plutôt les poireaux, les salades en bas. Et on a commencé cette ferme en mettant en place des planches permanentes grâce aux outils de l'atelier paysan qu'on a auto-construit en formation l'hiver 2016, juste avant de s'installer. En fait, on a créé une ferme, un système maraîcher sur des terres qui étaient cultivées en céréales et sur lesquelles il y avait aussi des chevaux. Et avant cette personne-là, la cédante, ça a été de la friche a priori. Donc en fait, c'était des terres qui n'ont pas été malmenées, et qui était plutôt riche, autour de 4% de matière organique. Et donc du coup, quand on a commencé à faire des planches permanentes sur ces terres-là, moi je découvrais le travail du sol. J'avais très peu fait de tracteur de travail du sol dans mes stages précédents. Et donc du coup, j'avais pas d'a priori ou de connaissances réelles du sol pour bien mesurer ce que j'avais sous les pieds, quoi. La qualité. Et là, si tu nous le décris maintenant, on est sur quelle texture, profondeur, porosité? On est sur un sol limono-sableux. On a en gros 50% de limon, 40% de sable. On a un sol qui est plutôt collant, qui fait la semoule, comme on dit. Là, il est légèrement granuleux, mais c'est pas du sable qui fait ça. C'est vraiment la texture du sol, sa structure liée à l'activité microbienne, quoi. Et tu disais que la profondeur de sol on est sur minimum 1 mètre, on n'a pas creusé plus profond. Ok. Et du coup, c'est une texture, c'est une profondeur vraiment très, très appréciable. Même si ça amène une inertie au niveau du froid, ça veut dire qu'on a beaucoup de réserves en eau. Et sur notre sol, on est plutôt à pH 6. Et on a 4% de matière organique, dont 80% de matière organique liée et 20% de matière organique libre. Qui est dans les normes. Plutôt dans les normes, ouais. Dans les normes de ce système, ouais. Du coup, comme on a un sol qui est assez limoneux, on a pas mal de battances. Donc dès qu'on est à sol nu, entre autres pour les semis directs et tout, et qu'il pleut derrière, on a une petite croûte de battance qui se forme, donc il y a ça à gérer. Mais c'est un sol qui ressuie assez vite, même si c'est profond, il y a des chemins creux vraiment tout autour.
Et en fait, je ne sais pas à quel point ça joue, mais je me rends compte qu'au printemps, je peux rentrer assez vite. Après 3-4 jours sans pluie, je peux assez vite rentrer dans le champ. Il y a le système de planche permanente qui, je pense, aide à ça. Et donc du coup, en 2020, on a décidé d'agrandir un peu la ferme. Et on a commencé sur une parcelle d'1 hectare à faire une rotation courge, chou, oignon, où on ne travaillait pas le sol. Donc en fait, on a occulté la prairie avec des bâches en silage tôt, au mois de février, pour pouvoir planter en mai les courges. Après la récolte de courges, on débâche, on sème de l'avoine à la volée, on passe la RC tri pour gratouiller, incorporer un petit peu la graine. Et l'année qui suit, on détruit le couvert d'avoine au fur et à mesure des implantations de choux qu'on plante sur bâche. Et donc du coup, on a une petite tarière et au niveau de chaque trou, on vient faire un trou pour planter le chou à ce moment-là. Et derrière le chou, la première année, on a fait une année où on plantait les oignons de la même façon, sauf que c'était beaucoup trop de temps. Et donc les années d'après, j'ai quand même passé le vibroplanche. Et donc du coup, on arrivait sur un travail de sol pour l'implantation des oignons. Mais qu'on a fini par arrêter parce que c'était... on formait des planches à cet endroit-là qu'on ne voulait pas former. Et on a mis trop d'oignons et on n'a pas réussi à suivre la culture en fait. Voilà. Et tu détruisais combien de temps avant l'avoine pour planter en direct? Au tout début, juste avant, sauf qu'on s'est rendu compte que la pression rongeur était très forte et donc ensuite on a détruit l'avoine un mois avant le bâchage plastique pour laisser les renards, les chiens, les buses prédater un peu les rongeurs. Mais ça n'a pas été ouf non plus, on a quand même eu des problèmes de rongeurs derrière. Et la destruction de l'avoine un mois avant la plantation, t'as pas de problème de fin d'azote, de retard de culture? Non. Ok. Non, on a eu des problèmes de bûcheronnage de rongeurs. D'accord. Tu reviens, les plants ils sont... mais quand ça a marché, ça a bien marché. Les plants qui ont bien pris... Et donc du coup, on avait quand même, pour les oignons, un léger travail du sol. Du coup, nous, on s'est lancé dans cette expérimentation de non-travail du sol parce qu'on avait fait des essais à toute petite échelle avant sur une prairie. Et en fait, l'essai qu'on a mis en place après était aussi sur une prairie, une vieille prairie non tassée. Et du coup, on savait qu'on pouvait se permettre de faire ça. Il ne faut surtout pas se dire que ça marche dans tous les cas. Il y a plein de configurations où ça peut ne pas marcher. L'idée du projet Persis, c'était quand même d'amener une modification à notre système pour rentrer dans le projet. Et donc du coup, nous, à ce moment-là, on s'était un peu renseigné au niveau des pratiques MSV qui se faisaient en Normandie depuis une dizaine d'années, l'apport de matière organique massive, tout ça. Et donc du coup, on était un peu frileux, nous, sur les composts de déchetterie. Qu'est-ce qu'il y a dedans, on n'était pas très serein. Et donc du coup, notre approche était plutôt de partir sur du paillage organique à base de foin qu'on pouvait faire sur notre ferme parce qu'on a 4-5 hectares de prairies. Et donc du coup, on avait cette ressource-là qui permettait d'augmenter l'autonomie de la ferme en termes d'intrants et de paillage. C'est ça qui nous a amené à Persis et qui nous a motivés à faire ce programme-là. Et si tu devais résumer rapidement ton système, qui est un peu hybride, ouais. Tu le ferais comment? En disant qu'il est un peu hybride. Comment décrire notre système? En fait, le système sur lequel on a étudié Persis, avec lequel on a participé à Persis, c'est un système de planche permanente. Il y a différents carrés qui permettent de créer une rotation. Et en fait, on s'est inspiré pas mal du bouquin de Jean-Martin Fortier qui était sorti début des années 2010. Qui nous a permis de structurer notre rotation. Donc en fait, au niveau de la rotation, on s'est beaucoup inspiré de ce livre-là. Et au niveau de l'approche agronomique du sol,
On est ce qu'on appelle en TCS, en technique culturale simplifiée, avec la méthode des planches permanentes. Donc travailler assez peu le sol, en tout cas pas d'outils rotatifs. Pas d'outils rotatifs. En gros, on a un broyeur pour détruire les couverts végétaux, les résidus de culture. Une fois qu'on a passé ce broyeur, on passe la buteuse qui permet d'enfouir. Donc la buteuse, c'est 2 paires de disques, l'une derrière l'autre, qui ramènent la terre vers le centre de la planche. Et donc en fait, ça permet de recouvrir les résidus de culture ou le couvert végétal pour qu'il se décompose. Après quelques semaines, 1 mois, 2 mois de butage, on passe au vibroplanche. Et donc là, le vibroplanche, c'est un vibroculteur qui fait 1 mètre de large avec 2 déflecteurs le long. Et en fait, quand on passe cet outil-là, les dents de vibro égalisent la terre, ça ramène quelque chose d'à peu près plat, et les déflecteurs empêchent la terre de retomber dans les allées. Mais on ne descend pas travailler le sol en dessous des allées en fait. On travaille à peu près, les planches elles font 10-15 cm de haut et on descend à 15 cm le vibro-planche, quoi. Et après le vibroplanche, comment tu fais pour affiner Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. On a un petit rouleau cage derrière, éventuellement pour qui plombe. Et s'il y a quelques mottes qui restent, qui les casse. Mais après un passage de vibroplanche, je peux faire un semi-direct avec mon petit semoir à main. Et il n'y a pas de souci pour semer des carottes ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de passer une herse rotative ou un outil animé pour faire un lit de semences parfait, quoi. Et avec ton sol froid, mais meuble, t'anticipes ta destruction de couvert avec tes disques combien de temps à l'avance? Avant un semi par exemple? Ça dépend. Avant un semi-direct, on n'a pas de couvert avant un semi-direct. Donc c'est des résidus de culture, donc c'est beaucoup plus rapide à décomposer. Et ça dépend si on casse l'avoine en 1 mois, 1 mois et demi, c'est suffisant. Si on casse le couvert de luzerne, là il va falloir au moins 2 mois, 2 mois et demi, surtout qu'on va implanter assez tôt, mi-avril. Donc il faut faire ça là, courant janvier en fait, quoi. Okay. Pour qu'il soit bien décomposé. Comment il fonctionne ton système de rotation et tes apports de matière organique? Eh ben, notre système dans lequel s'intègre l'essai persiste, on avait 3 années de culture avec une fertilisation en tête de rotation, 21 hectares de fumier bovin aussi, 1 année de sorgho, puis les 5 années de l'essai persiste qui consistait à mettre en place la tête de rotation de cet essai-là qui était les courgettes avec une fertilisation de 21 hectares. Un paillage organique à base de foin sur cette culture de courgettes. À la fin de la saison, destruction de la culture, semis d'avoine, qui a été difficile après le foin qui n'était pas bien décomposé. Ensuite, on passe sur la 2e année, qui est la culture de patates, pommes de terre sous foin. Donc on ne refertilise pas. On part sur les résidus du fumier de bovin et de ce qui a été un peu décomposé déjà par le foin. Ensuite, après cette année de pommes de terre, on a une année où on plante des choux au mois de mars sous tunnel nantais, choux pointus brocoli, et des petites planches de primeurs, choux raves, choux chinois, qu'on vient détruire au mois de juin pour implanter des poireaux derrière. Après cette 3e année de culture, on vient semer en début d'année 4 une luzerne pour terminer la rotation en fait. Fumier pailleux, est-ce qu'il est composté? Comment tu gères ce fumier? Eh ben, c'est plutôt composté. Et on l'épand en fait, comme on est en planche permanente, on a la problématique de l'épandage. On ne peut pas vraiment venir même avec un petit épandeur, sur notre système ça ne fonctionne pas. Donc on fertilise à la planche avec une bénette. Donc on recule dans le tas de fumier et on avance sur la planche et on fait tomber le fumier au fur et à mesure. Donc c'est assez lourd au niveau pénibilité physique. Okay. Et donc du coup, c'est ça, jusqu'à 2024, là, on épandait le fumier à la bénette. C'est quand même un poste plutôt pénible. Et l'idée, ça va être là d'essayer de prendre un petit épandeur et quitte à rouler un peu sur les planches, voilà, c'est pas trop grave, on fait cette concession-là pour gagner en pénibilité physique. La luzerne, pourquoi? Pour fixer de l'azote.
Ok. Essentiellement, on a choisi cette légumineuse-là parce que elle s'installe quand même plutôt bien. C'est peut-être un peu cher à l'installation, mais sur 3 ans, ça vaut le coup. Et tous les ans, on installe 1000 m², donc c'est pas un gros coût sur la ferme non plus. Après l'hiver, je prépare mes planches aux vibroplanches comme je fais d'habitude. On sème à la volée. Je pense qu'on met 100 grammes par planche, 100 grammes pour 40 m², de luzerne inoculée. Et je repasse un coup de vibroplanche derrière sans descendre là-dedans, juste à 5 cm pour incorporer en surface les graines. Et donc du coup on attend que ça germe. Il y a beaucoup d'annuelles qui germent en même temps. Donc au bout d'1 mois, je mets un coup de broyeur à 10-15 cm pour laisser la luzerne prendre le dessus. Donc il y a des années ça marche plus ou moins bien. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on fait ça, et donc du coup l'année dernière c'était une année très compliquée, on n'a pas semé de luzerne, et une année qui était très belle c'était l'année 2022, donc voilà, d'une année sur l'autre ça change en fait, quoi. Ok, comment tu l'entretiens et comment tu la détruis? Eh ben, on fait deux coupes par an qu'on laisse sur place pour réenrichir le sol en fait. Dans l'idée de la gestion de la matière organique, c'est qu'on a envie de ramener de la matière organique dans le système sans forcément de le faire à la main. Et donc du coup en broyant sur place la luzerne, ça permet de réenrichir, en faisant 2 coupes par an, de réenrichir année après année en matière organique. Donc du coup on n'exporte pas du tout cette luzerne-là, quoi. Et tu les fais quand ces coupes? Et comment tu décides? Et ben, en fonction de la météo, du temps que j'ai et puis de l'aspect de la culture. La première coupe, j'attends que ça ait fleuri en général pour que ça ressème. Comme ça on remet un peu de... Enfin, fleuri et fait ses graines. Et donc du coup, on est autour du mois de juillet, je pense. Et donc je broie à ce moment-là et elle repart et je fais un autre broyage à l'automne, octobre, novembre, selon les conditions. Et pour la détruire, c'est comme tous les itinéraires techniques qu'on fait, c'est un broyage au ras, une buteuse, et puis là, c'est un peu plus loin à détruire, donc on va compter 2 mois et demi à peu près avant de pouvoir passer le vibroplanche. Tu mets quoi comme culture préférentiellement derrière? C'est les melons ou les courgettes. Donc l'idée d'apporter du foin, c'est qu'on a des prairies à côté et qu'on avait le matériel sur place. Et donc au niveau de l'autonomie de la ferme, c'était assez intéressant d'aller là-dessus. Et dans le foin, tu as une partie un peu carbonée parce qu'on le faisait tard, mais il y a aussi beaucoup de matières tendres qui vont se décomposer rapidement. Et donc ça, c'est ça qui nous a fait choisir le foin. Après on en revient, on met plus de foin parce que fait tard il est très graineux et donc du coup on semence des graines et ça sert à rien. Et en plus comme on mettait ça sur des cultures assez tôt au printemps, au mois de mai, selon les années, le sol n'avait pas le temps de se réchauffer assez et donc en fait on avait des retards de culture d'au moins 2 semaines, quand on récoltait les courgettes 2 semaines plus tard que si on était en bâche plastique. Donc on a arrêté sur les courgettes de mettre du foin dès la première année. On a fait une année d'essai, on a arrêté, on est passé en bâche en silage. Et donc là on a vu la différence. Et la 3e année, on a planté encore plus tôt les courgettes avec des tunnels nantais. Et on a vu que ça passait encore, parce que du coup il y a toujours les seins de glace qui peuvent être compliqués pour la courgette, mais on a vu qu'avec les tunnels nantais, il n'y avait pas de soucis. Et bah du coup, on va aller sur la courgette. C'est parti. Est-ce que il n'y a plus de courgettes évidemment, mais on va quand même aller là où elles sont. Alors oui, par contre, maintenant, elles sont plus dans le carré persis. C'est pas grave. Donc sur l'itinéraire technique qu'on avait fait en 2020, on était sur un butage au mois de mars, une préparation du sol aux vibroplanches au mois de mai pour une plantation juste après les seins de glace, donc mi-mai. On a épandu le foin, puis on a planté les courgettes en écartant à l'endroit où on voulait planter.
Donc voilà, après comme c'était pas très propre, il y avait quand même des vivaces qui sont passées au travers, plus les graines du foin une partie des graines du foin qui ont germé, donc ça s'est quand même sali assez vite et on a dû faire un désherbage au mois de juillet, je pense, qui était fastidieux. Ok. On l'entend. Donc voilà, on n'a pas recommencé, on a appris. C'est sûr que si on nous avait mis en garde là-dessus, on aurait peut-être fait différemment. Et puis en même temps, des fois, il faut faire les erreurs soi-même pour bien les intégrer. Et moi, j'ai beaucoup plus besoin d'apprendre comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas pris le temps de me former en amont autant que j'aurais pu. Et j'avais besoin de faire mes erreurs pour apprendre par moi-même. Mais on est tous différents, on a tous des façons différentes de faire. Mais j'avais plus ce besoin-là, je pense. Ok. Et alors, du coup, tu as fait quoi comme adaptation? Eh ben, on a mis du plastique. Ok. On a revu l'itinéraire juste au niveau du paillage. En fait, on fait tout pareil, la même quantité de fumier, tout ça. Mais on a mis de la bâche en silage qui permet au sol de se réchauffer mieux et qui permet aussi de limiter l'enherbement de façon très efficace. Les vivaces sont tuées dessous, donc à la fin de cette année-là, quand on enlève les bâches, on n'a plus de vivaces, du rumex en l'occurrence. Et après, pour augmenter la précocité, tu as rajouté? Et donc du coup, l'année encore d'après, on a planté un mois plus tôt les courgettes en tunnel nantais. Et donc du coup, on les installe, les tunnels nantais, c'est des petits tunnels qu'on installe à la planche. On met un arceau tous les mètres. Faire un tunnel nantais sur une planche à l'achat, on est à 1,50 € l'arceau. Donc on va dire on a 60 € d'arceau. Mais bon, là on les a depuis des années, donc c'est amorti. Et ensuite on déroule une bâche qu'on arrive à réutiliser une deuxième voire une troisième fois. Et par contre, j'ai pas là en tête le coût de la bâche. Et gestion climatique sur des courgettes par exemple? Eh ben, au mois d'avril, les plants sont petits. Okay. Donc en fait, il fait froid dehors et tout, donc on n'a pas de problématique sanitaire particulière. On est sur des variétés hybrides résistantes à l'oïdium et tout. Et puis de toute façon, on est trop tôt pour l'oïdium. Ça peut arriver qu'au mois d'avril, on ait des journées très très chaudes. Dans ce cas-là, on va venir ouvrir le tunnel, mais l'idée, c'est de ne pas avoir à le faire parce que venir entrouvrir 40 mètres de tunnel nantais et puis le soir revenir le fermer, c'est une manutention qu'on a vraiment pas envie de faire, quoi. Est-ce que tu as gagné du rendement aussi? Bah oui. Ouais. Oui, forcément. Et là, tu es à un rendement sur une planche de courgettes, donc sur 40 mètres, on met 65 plants à peu près. Voire 70. On récolte une caisse rouge à chaque passage, donc ça doit faire 12-15 kilos à peu près. Et donc du coup, à la suite de cet essai de courgettes sur foin, en fait on a vu qu'on avait deux grandes limites. La première, c'était le fait que le sol soit isolé et ne se réchauffe pas. Donc on a fait le choix de mettre la courgette sur plastique noir pour pouvoir réchauffer le sol plus facilement. Et la deuxième limite qu'on a aussi identifiée, c'est que en fait il y a les vivaces qui étaient en place qui passent à travers le paillage. Et donc si on avait fait le choix de mettre de la paille qui était sans graines, on aurait eu quand même ce problème de vivaces. Et donc du coup le paillage plastique résout deux de nos problèmes. Le réchauffement du sol, parce qu'on a besoin d'une précocité. En fait, on est en milieu rural et une partie de notre clientèle fait des jardins et à partir de mi-juillet, ils ont déjà plein de courgettes et tout. Nous, on a besoin d'être avec une quantité de courgettes fin mai, début juin sur le marché pour que ça fonctionne économiquement. Et ta philosophie de fertilisation aussi? De ramener de la matière organique, qu'elle soit digérée par le sol. Ce que tu disais, en fait, moi ce qui compte, c'est pas que ça soit à la culture, c'est que dans le système. C'est ça. En fait, on part du principe que nos cultures, à partir de nos cultures, on exporte de la matière organique du sol et que si on veut arriver à un équilibre pour ne pas manger toute la matière organique qui est dans notre sol, eh ben, on essaye de faire en sorte que tout au long de la culture, il y ait de la matière organique qui revienne. Et qu'elle n'a pas forcément besoin d'être amenée au moment de la culture et qu'on peut aussi l'amener au moment des couverts végétaux, ce qui nous empêche
pas de cultiver. Et le fait de faire des couverts végétaux permet de faire pousser de la matière organique, on va dire, sur place. Et donc, ce qui nous permet de gagner en pénibilité aussi. Parce que ce qu'on n'a pas dit encore là, c'est que ramener le foin, c'est assez pénible. En fait, tu l'apportais, comment tu apportais la botte jusqu'ici déjà? Avec la bénette, on mettait à l'arrière du tracteur. Et donc, je pouvais emmener au début de planche la balle de foin. Et ensuite, on la faisait rouler, une personne de chaque côté de la planche. Et on déroule, mais les bottes de foin n'étaient pas tout le temps très égales. Donc il fallait en plus après repasser pour égaliser plus le foin, quoi. Ok. C'est un des avantages, c'est pas forcément enregistré, mais c'est un des avantages des planches permanentes. C'est qu'en hiver, comme la terre elle est au-dessus du sol, en fait, ça ressuie bien et on peut faire des cultures d'hiver sans que ça pourrisse. Et donc, implanter des fèves en novembre, elles passent l'hiver impeccable et du coup, ça nous permet de faire des fèves tôt dehors au printemps. Non, si, c'était sympa de le dire. Et donc, une des choses qu'on a changé depuis le début de Persiste, sur nos 9 ans de rotation, on avait 6 ans de culture, 3 années de couvert, 2 de luzerne et 1 de sorgho. Et en fait, on s'est rendu compte que faire du sorgho dehors chez nous, ça marchait pas trop. Il n'était pas très, très beau. Et en plus, on le semait au mois de juin, où on a encore pas mal de choses à faire, entre autres planter des choux, planter des poireaux. Et donc du coup, c'était pas judicieux. Et donc on a choisi de plutôt rallonger de 1 an le couvert de luzerne. Ok. C'est dur de marcher et de parler en même temps, je monte en apnée. Là, on est devant de la paille, non? C'est exactement ça. Ok, c'est bon. On est devant le carré de patates, donc le dernier qu'on a fait sous paille en 2024. C'était une année qui était très froide. On a eu un printemps très humide, très froid. Et le sol c'est pas bien réchauffé. On a quand même implanté les patates et mis la paille. Et en fait, le résultat est assez catastrophique cette année parce que il y a une variété qui n'a pas du tout levé et 2 autres variétés qui ont réussi à lever quand même, à passer à travers la paille, mais qui ont rien donné en termes de rendement. Donc là, on a atteint vraiment la limite de ce système-là chez nous parce que on est sur des terres froides. Et donc sur des terres froides, sur une saison froide, venir mettre 25-30 cm de paillage organique qui isole le sol, c'est vraiment pas une bonne idée pour nous. Donc on a décidé d'arrêter de faire cet apport massif de paille sur la culture de patates et de passer la patate sur notre rotation en TCS à plat, sans planche permanente, avec une planteuse, une buteuse et passer sur un système plus classique pour la patate. Avant l'abandon de cet itinéraire, c'était quoi l'itinéraire? Ce que j'aimais bien sur la patate, c'était le fait d'apporter cette matière-là qui va se décomposer sur les différentes années et créer un équilibre au niveau de l'apport des matières organiques. Après, la contrainte, c'était donc par rapport à l'itinéraire technique, on préparait les planches comme toutes les autres, buteuse, vibroplanche. On a implanté la patate sur 3 rangs, 30 cm sur le rang, donc quelque chose d'assez dense. Mais comme on n'avait pas besoin de venir buter, sur une bonne année, 2022 par exemple, on a vraiment eu des très beaux résultats. On n'a pas eu besoin d'irriguer non plus, alors que beaucoup de maraîchers autour ont dû irriguer les patates cette année-là. Donc en fait, par rapport à une année chaude et sèche, on s'est rendu compte que c'était intéressant. Pour revenir sur l'itinéraire technique, une fois qu'on a posé les patates légèrement enfoncées dans le sol, on venait mettre 40 cm de paille détassée dessus, en déroulant la botte de paille et en venant détasser et vérifier que l'épaisseur de paille était homogène sur toute la planche. Donc ça, c'était assez fastidieux, beaucoup de poussière, beaucoup de manutention.
à 3-4 personnes, on passait la matinée pour planter 400 mètres carrés de planches. Donc c'est long, c'est fastidieux. Donc tous ces facteurs-là font qu'on a décidé de rendre la chose plus efficace, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas pris de pailleuse ? Parce que c'est un investissement. Okay. C'est quand même quelques milliers d'euros, je pense, information à vérifier. Et du coup, on était encore sur de l'expérimental, investir sur du matériel assez onéreux pour juste faire une matinée de paille. Enfin, c'est pas forcément économiquement judicieux, quoi. Okay. Avec la paille, on a une problématique de rongeur avec le non-travail du sol. C'est là que c'est catastrophique. Et il y a des années où, après l'avoine, on a juste broyé l'avoine, posé une bâche, planté dedans, donc sans retravail du sol derrière la culture. Et on a eu aussi des problèmes de rongeurs. Donc en fait, par rapport au nom du travail du sol, chez nous, parce qu'on est quand même au milieu d'un bocage assez sauvage, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de rongeurs qui se cachent dans les forêts à droite à gauche. Ils sont là et donc du coup, si régulièrement on ne met pas un coup de dent, en fait, ils s'installent et il y a des galeries partout et c'est vite compliqué pour les cultures. Par rapport au paillage paille, les dégâts de rongeurs sont présents, mais on pouvait les tolérer. Si on avait eu des rendements corrects, on aurait toléré. On n'a pas eu de rendement correct. Donc du coup, sur les cultures, on arrête d'apporter de la paille sur les patates dans la rotation. Par contre, on aimerait conserver l'apport de matière organique extérieure à la rotation dans la rotation. Et pour que ce soit compatible avec notre façon de faire maintenant, l'idée ce serait de le faire pendant les 3 ans de luzerne, peut-être en 2 fois, pour ne pas amener trop d'un coup et ne pas déranger la luzerne. Peut-être à l'automne, pour qu'au printemps elle puisse reprendre le dessus. On ne sait pas trop en fait, là ça va être à voir avec les années qui viennent et l'idée serait de réussir à mécaniser ça pour pas trop s'embêter, quoi. Du coup, pour pallier à ce changement d'itinéraire technique sur la patate, on s'est acheté une planteuse super préfère qu'on a acheté 300 € dans une ferme à côté. Elle dormait là depuis quelques années. Et on a acheté une buteuse à 180 €. Voilà, on a trouvé du matériel d'occasion abordable pour changer ces pratiques-là. En fait, dans les systèmes MSV, tu as une philosophie, une approche qui est du non-travail du sol et qui est bien différente de ce que prône le GAB aujourd'hui avec un travail du sol et une approche, on va dire, de la méthode Érodi, où quand ton sol il est bien travaillé, bien nourri, avec les bons apports et tout, on a un sol qui est capable de donner beaucoup de choses, mais qui nécessite une intervention mécanique du sol. Et tandis qu'en MSV, eux, ils vont partir sur une autre façon de concevoir les choses. Et ils ne vont pas vouloir déstructurer le sol pour ne pas déstructurer, entre autres, tous les filaments de champignons et considérer que les champignons, ils vont venir décomposer des gros polymères carbonés que les bactéries ne sont pas capables de faire et qu'il va y avoir une symbiose de tous ces micro-organismes qui vont créer une fertilité dans le sol et que du coup, ça fonctionne différemment, ça fonctionne aussi, mais d'une autre façon. Et souvent, on oppose un peu les deux systèmes, mais c'est juste deux systèmes qui peuvent fonctionner plus ou moins en parallèle. Nous, en travaillant peu le sol en profondeur, on voit qu'on a quand même des champignons qui viennent et tout, malgré le fait qu'on travaille le sol. Et donc du coup, si ces champignons-là ont réellement un effet important dans le sol, il y a quelque chose en tout cas à étudier et à réfléchir, je pense, même si c'est un peu obscur et qu'on a du mal à l'intégrer dans l'agronomie classique, quoi. C'est vrai que le sol, ça reste encore une boîte noire pour beaucoup d'aspects, même pour des gens qui passent leur vie à faire des recherches sur les matières organiques et le fonctionnement des sols. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs écoles. Et c'est pas une mauvaise chose, parce qu'effectivement, et c'est ce que j'entends chez toi et que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est plutôt des moteurs pour aller chercher des méthodes dont l'objectif, c'est de réduire peut-être le travail du sol, de réduire l'impact qu'on a sur les sols. Et même si la vérité se trouve probablement
entre les deux et qu'elle est obligée de venir un peu négocier avec l'ergonomie et les réalités de travail, je trouve que c'est des très bons moteurs de réflexion. Et globalement, là où les deux vont se rejoindre, moi je trouve, parce que moi je suis ni hérodiste ni mesvétiste, quoi qu'il arrive, quel que soit ton taux de matière organique, même quand la recherche du taux de matière organique est très importante, on peut le sentir chez les gens sur la MSV, c'est l'activité en fait biologique qu'il y a derrière. Reste encore à définir ce qu'on entend par activité biologique et c'est quoi une bonne activité biologique. Mais c'est ça en fait qui va un peu regrouper, je trouve, les deux approches. Et derrière, en termes de levier, le fait de rechercher, de maximiser la couverture végétale par les couverts. Et en fait, là, ça se voit à travers toutes les fermes du projet Persiste, où il n'y en a pas une qui a un sol qui est déconnant, et tout le monde fait des couverts, et tout le monde a cet objectif-là. Voilà, je me suis perdue à la fin. Alors, question là comme ça, vu qu'on est quand même, on n'est pas loin d'accoucher d'une conclusion, est-ce que tu arriverais à... En gros, est-ce que tu arriverais à faire rapidement c'est des genres de points de vigilance ou... Pour des gens qui voudraient s'installer aujourd'hui en maraîchage et qui ont une idéologie forte, en fait, je crois qu'il faut être prêt à se remettre en question rapidement et faire évoluer ses pratiques pour rester vivant, on va dire, quoi. Parce que c'est pas tout le temps... On a des idées qui peuvent être préconçues, qu'il faut être capable de remettre en question, en questionnement. Se poser la question de pourquoi on fait ça, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas travailler le sol, par exemple. C'est quoi ça, pourquoi? Donc en fait, moi, j'ai pas forcément la réponse et c'est à chacun de se poser cette question-là et d'essayer d'y répondre. Et donc du coup, voilà, je pense que c'est un des points de vigilance, c'est se remettre en question. Nous, on voulait faire sans plastique, et on s'est rendu compte que si on voulait être efficace, on peut faire sans, mais on serait peut-être plus là si on avait fait sans, quoi. On se serait épuisé, on n'aurait pas réussi à avoir les rendements qu'on voulait et tout, quoi. En fait, sur nos 9 ans d'activité, les premières années, on a fait beaucoup de formations avec le GAB, ce qui nous a permis de rentrer dans le réseau et d'avoir un suivi avec d'autres collègues, de voir ce qui se passait, de discuter. On s'est autant formé les 3-4 premières années que les années qui ont précédé l'installation. Et donc ce réseau nous a beaucoup soutenus et permis de progresser dans notre travail. Et donc du coup, c'est un des conseils que je donnerais aux jeunes installés, c'est de ne pas rester en vase clos. C'est un conseil qu'on m'a donné, de s'ouvrir et toujours d'aller chercher un regard extérieur. Et je pense que c'est important de ne pas rester posé sur ses idées préconçues, de ne pas être trop dogmatique et laisser évoluer ses pensées et ses pratiques. Chouette, on l'a pas payé pour, hein. Il l'a dit tout seul. Si, on a eu des sous avec Persis quand même. Oui, c'est vrai. Merci. Et j'ai pas d'idée de mot de la fin. On rend l'antenne.